à tous et heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine sur Europe 1 de 9h à 9h30, sur CNews jusqu'à 10h30 pour l'heure des pros. Je voulais vous raconter la vie quotidienne des CRS en France. Hier à Marseille, un individu au volant d'une Renault Clio commet un refus d'obtempérer vers 18h dans la cité Bel Air, dans le 11e arrondissement, où les CRS effectuent un contrôle routier. L'individu refuse de s'arrêter et percute en pleine face un CRS. Un deuxième CRS fait usage de son arme. Le véhicule ne s'arrête pas pour autant et file jusqu'à la Mazénode, un quartier toujours dans le 11e arrondissement. L'individu est repéré dans un hall d'immeuble. Il est blessé à l'omoplate gauche. Pas de pronostic vital engagé. Il s'appelle Kamel K. Il a 22 ans. Il est défavorablement connu pour usage et détention de stupéfiants, défaut d'assurance, port d'armes blanches, séquestration, proxénétisme, etc. Il a 22 ans. Que fait-il dehors avec un pareil curriculum vitae? Voilà une bonne question. Ce monsieur est transporté à la Timone où il est placé en garde à vue. Le premier CRS blessé l'est au membre inférieur. Le deuxième CRS, celui qui a tiré, est en état de choc. Il est aussitôt placé en garde à vue, c'est la procédure. Voilà donc le quotidien des flics en France. Les deux ont failli mourir. Le délinquant aurait dû être en prison, il a passé la nuit à l'hôpital. Et c'est un CRS qui a passé la nuit au poste, en garde à vue. Ce pays marche sur la tête. Il est 9h01. Chana Lousteau. 9h, 9h30, l'heure des pros, sur CNews et Europe 1. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Le projet de loi sur la fin de vie arrive aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Le texte du gouvernement pour une aide à mourir avait été modifié en commission spéciale. C'est donc cette nouvelle version qui sera examinée par les députés. Et l'Église de France est inquiète. Selon Monseigneur Rouget, évêque de Nanterre, ce projet de loi risque de changer le rapport de la vie dans notre société. La priorité des priorités, c'est prenons soin de ceux qui souffrent. Vous voyez, facilement, on va nous dire... Pourquoi vous opposez-vous à la liberté de ne pas souffrir? Nous répondons, mais non, prenons soin de ceux qui souffrent, mais prenons les bons moyens pour cela et ne nous lançons pas dans des projets idéologiques qui, en fait, remettent en cause assez gravement le rapport de toute la société à la vie. Emmanuel Macron poursuit sa visite d'État en Allemagne. Ce matin, le président de la République et son épouse rendront hommage aux victimes de l'Holocauste au mémorial de Berlin. Il ira ensuite en Allemagne de l'Est, une première pour un président en exercice depuis François Mitterrand. C'était en 1989. Et puis le Marocain de 27 ans, auteur de l'attaque au couteau dans le métro de Lyon, est toujours en garde à vue. Il est sous OQTF depuis 2 ans et souffre de troubles psychiatriques importants. Je rappelle que 4 personnes ont été blessées dans cette attaque. Voilà pour l'essentiel de l'information, c'est à vous Pascal. Merci Chana Lousteau, on est avec Célia Barotte qui est autour de cette table, Georges Fenech que vous connaissez, Gauthier Lebray, Philippe Guibert et Vincent Hervouette. À la fin de ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai entendu, je crois que c'est Philippe Guibert qui a dit c'est hallucinant. Ben oui, c'est hallucinant, effectivement, je vous confirme, c'est hallucinant, Célia Barotte. Alors, on sera très peu à en parler ce matin, c'est le quotidien des flics. C'est le quotidien des flics. Alors, pourquoi j'en parle? Parce que j'ai vu hier soir, je l'ai découvert avec le tweet de Gérald Darmanin, pour tout vous dire. Parce qu'autrement, cette information, elle passe inaperçue d'une certaine manière. Et heureusement, Gérald Darmanin, lui, défend ses policiers, défend ses flics. Alors qu'il sécurisait la cité Bel Air de Marseille contre les trafics de drogue, des CRS ont été blessés, victimes d'un refus d'obtempérer à un individu dangereux, très défavorablement connu des services de police. Ils ont alors utilisé leur arme avant d'interpeller ce délinquant notoire, blessé également. Je veux ici les soutenir et les féliciter. Force doit rester aux forces de l'ordre qui appliquent la loi. Bon, est-ce que M. Dupond-Moretti pourrait faire quelque chose dans la justice en France? Est-ce que c'est possible? En fait, est-ce que c'est possible que ce monsieur soit efficace? Moi, je pose la question. Il y en a marre, en fait. Il y en a ras-le-bol. Est-ce que c'est possible? Ou alors, il s'en va. Il retourne avocat. Il va défendre. Est-ce que c'est possible que ces situations n'existent plus en France? Que fait ce monsieur dehors? Je rappelle... Usage et détention de stupéfiants, défaut d'assurance, port d'armes blanches, séquestration, proxénétisme. 22 ans. Et il a failli tuer 2 flics.
Alors on n'a pas encore le détail de son pédigré, disons, mais je pense que aussi dans son casier défavorablement, je pense que c'est beaucoup de faits notoires durant aussi sa minorité, puisque là vous avez souligné, Pascal, son âge, 22 ans, énormément de faits reprochés, il est défavorablement connu des services de la police. Là, une enquête va s'ouvrir, on va avoir aussi les détails du parquet de Marseille qui va nous expliquer si cet homme va être placé en détention provisoire, ce qui va sûrement être la procédure. Alors moi j'ai une question simple. Est-ce qu'Éric Dupond-Moretti peut demander par circulaire qu'il n'y ait plus de garde à vue obligatoire pour les flics? Oui, il peut. Pourquoi ne le fait-il pas? Pourquoi ne le fait-il pas? Sortir de cette systématisation de la garde à vue. Ça, vous êtes sûr de la réponse? Je pense que par circulaire, il peut effectivement orienter les procédures. Il peut pas dire... Donc, en fait, il peut servir à quelque chose. Comme il sert à rien, il peut servir à quelque chose. Je comprends votre agacement. Ah oui. Moi je comprends. Ah oui, moi, parce que si je suis flic, en fait, j'en ai marre. Ouais, je comprends. Et vous avez vu que la réaction de Darmanin, pendant que... Mais lui-même, il est sur cette ligne, j'imagine. La deuxième fois en quelques jours, c'est-à-dire il n'attend pas l'issue de la garde à vue. Exactement. Mais en dire je vais le décorer. Mais c'est comme à Rouen. Oui. En fait, on voit bien quelque chose qui ne va pas. Quoi. Mais évidemment, on voit bien que tous les deux, il y a affrontement. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a affrontement. Donc, est-ce qu'il est possible dans ce pays, c'est pour ça que je vous pose la question, parce qu'on dit on ne peut jamais rien faire. C'est pas qu'on peut rien faire, c'est qu'ils ne veulent rien faire. Donc, est-il possible que M. Dupond-Moretti produise une circulaire avant le déjeuner pour dire les flics, ils n'iront pas en garde à vue systématiquement? Oui, la restreindre vraiment au cas exceptionnel. Voyez-vous. Bon, et voilà. Ça, c'est intéressant. Oui, c'est ça. La politique pénale, c'est la politique. Et on aimerait surtout qu'il fasse quelque chose pour que des multirécidivistes ne se retrouvent pas dans la rue à risquer de tuer des policiers. C'est surtout là-dessus qu'on aimerait qu'il agisse. Et c'est là-dessus qu'il est éternellement silencieux. Moi, c'est ça qui me frappe le plus. Que M. Dupond-Moretti nous dise il y a des éléments dans la justice qu'on va faire évoluer, mais qu'il parle, quoi. Qu'il puisse pas tout faire tout de suite, je peux l'entendre. La seule fois qu'il parle, c'est pour nous parler de Philippe Pétain et de l'extrême droite. C'est la seule chose qui l'intéresse, manifestement, c'est ça. Oui, mais il n'est pas historien. Oui, je suis d'accord avec vous, il n'est pas historien. C'est pas les mesures annoncées par le Premier ministre qui vont changer quoi que ce soit. C'est pas 2 semaines dans un foyer, des multirécidivistes mineurs qui vont changer la politique de lutte qui devrait vraiment changer complètement de braquet. Ouais. Puis là, c'est pas un mineur, c'est un type qui a 22 ans. Non, mais qui vient d'une délinquance des mineurs. C'est vrai. Vous comprenez ? Non, mais c'est tellement, franchement, c'est tellement invraisemblable. C'est tellement invraisemblable comme ça. Parce qu'en plus, il y a des solutions. Oui. C'est ça qui est fou. Oui. Les gens, ils sont peut-être même pas au courant. Quand même, c'est que, attention, le garde des Sceaux va se heurter d'une manière ou d'une autre à l'indépendance des juges et l'acte de juger. Sont eux qui apprécient, in fine, la décision qu'ils doivent prendre. Et ça, le garde des Sceaux ne peut pas intervenir. C'est l'interdiction des instructions individuelles dans les dossiers. Donc, tant qu'on n'aura pas changé aussi une certaine mentalité des juges qui préfèrent laisser dehors plutôt que de priver de liberté, notamment des mineurs, vous ne réglerez pas le problème. Et tant que les juges seront aussi contraints de faire de la gestion et de la régulation des places de prison, non, Georges ? Mais les places de prison, ça, c'est un problème politique. Ça, c'est un problème de moyens. Je pose la question. La question, c'est pas les juges qui ont la décision de construire des places de prison, c'est le politique. Non, Or, malgré toutes les promesses qui ont été faites, on les voit pas venir. Non, mais en fait, ces questions, d'ailleurs, moi, ce qui me frappe, et c'est pour ça que M. Dupond-Moretti, qu'on invite tous les jours, il veut jamais venir, les questions les plus simples... On est une chaîne d'extrême droite, a-t-il dit. Les questions les plus simples ne lui sont jamais posées. Pourquoi vous ne faites pas une circulaire ? Pourquoi vous ne défendez pas les flics ? Pourquoi les flics ne sont-ils pas protégés ? Vous avez remarqué quand il avait fait la circulaire après les émeutes de juin, en demandant une fermeté, ça avait payé. Ça avait payé. Tous les syndicats de magistrats, enfin pas tous, mais certains syndicats de magistrats lui avaient répondu en disant hors de question d'appliquer cette circulaire, notamment le syndicat de la magistrature. Oui, mais c'est pas les syndicats de magistrature qui font la circulaire de la politique pénale de ce pays. Mais c'est eux qui jugent, notamment. Deuxième sujet du jour. C'est eux qui emprisonnent. Rien à dire de plus. Donc les enquêtes, je rappelle que vous êtes du service police-justice. Il va y avoir une enquête pour ce refus d'obtempérer, et puis vous l'avez rappelé, Pascal, une enquête pour déterminer les conditions du tir de ce policier. C'est une procédure systématique, et c'est vrai que même sur cette chaîne, on l'a souvent rappelé, c'est l'expression garde à vue pour un policier. Ça permet de le protéger de toute cette effervescence médiatique, et puis aussi il est sous un état de choc, donc ça permet pour lui de reprendre ses esprits. Mais la condition de garde à vue, on l'a souvent rappelé ici, c'est vrai que c'est compliqué. On vous enlève la ceinture,
on vous enlève les chaussures de vos lacets si vous avez des chaussures à lacets. On vous met dans une cellule, on vous apporte un sandwich. Georges Fenech. Vous imaginez le policier qui risque sa vie et puis il a le même traitement que n'importe quel auteur d'infraction. C'est ça, en fait. C'est-à-dire que, et ce jeune homme, 22 ans, qui fonce délibérément avec sa Clio, délibérément. Enfin, avec déjà un casier judiciaire long comme le bras. C'est-à-dire, il agit comme s'il était en impunité. Complètement en dehors de toute la société. Impunité totale. Impunité totale. Mais enfin, moi, je trouve ça effrayant, mais visiblement, il n'y a que moi qui trouve ça effrayant. Donc, non, vous voulez. Mais oui, mais personne ne fait rien. Non, les Français aussi. Personne ne fait rien. Et souvenez-vous, Achille Tighem, celui qui est rentré en scooter dans un policier, il n'est même pas parti en prison. Bon, deuxième sujet du jour, et vous le connaissez, c'est Lyon. OQTF, maghrébin, couteau, antécédent psychiatrique. Oui, rempli. Ce n'est plus une information, c'est une habitude. Il manque un truc. Il coche toutes les Il manque la drogue. Oui, et la drogue. Bien sûr, gros consommateur de drogue. Donc vous avez raison. Il y a un petit rapport en général entre la drogue et puis les états de schizophrénie, les états de... Vous avez évidemment raison. Alors on va voir le sujet de Clotilde Paillet, nous en parlons ensemble. C'est sur la ligne B du métro qu'un homme a agressé plusieurs personnes au couteau à Lyon. 4 personnes ont été blessées, 2 étaient en urgence absolue au moment de leur prise en charge, mais leur pronostic vital n'était pas engagé. L'agresseur a pu être rapidement interpellé puis placé en garde à vue. Il s'agit d'un étranger de 27 ans au parcours psychiatrique lourd. La personne en cause est un ressortissant marocain au profil psychiatrique, je pèse mes mots, mais quand même chargé, puisqu'il a fait plusieurs passages dans plusieurs établissements psychiatriques. Selon nos informations, l'assaillant est atteint de troubles paranoïaques et n'est connu d'aucun fichier de police, mais il était sous OQTF, une obligation de quitter le territoire français depuis plusieurs années, et était assigné à résidence depuis le mois d'avril 2023. Alors, il était effectivement sous le coup d'une OQTF assez ancienne, qui date de 2022, qui a été prise à l'époque par la préfecture de la Vienne. Mais après, comme il a eu plusieurs passages en hôpitaux, voilà, tout ça reste à approfondir, mais une OQTF assez ancienne. La préfète a félicité les services de police qui ont interpellé l'individu 5 minutes après l'agression. Une enquête est ouverte pour tentative d'homicide. La préfète, formidable, ça reste à approfondir. Ça reste à approfondir. Vous en parlerez à ceux qui ont reçu des coups de couteau dans l'abdomen. Ça reste à approfondir. Je vous assure, c'est terrible. Hein, vraiment, c'est Elle a 2 ans, l'OQTF. Elle date pas d'hier. Ça reste à approfondir, dit la préfète. Mais ils sont complètement, ils sont déconnectés. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas mis les, ça, quoi. Ils ont pas mis les dispositifs en face des problèmes. Ils sont pas faits pour ça. Ils ont ni le caractère, ni le tempérament, ni la formation. Ils ne prennent pas la mesure de ce qui se passe. Ce ne serait pas ubuesque que ces victimes-là puissent engager la responsabilité de l'État sur le plan administratif. Oui, c'est vrai. Vous n'avez pas assuré la sécurité puisque ce sont des étrangers qui auraient dû être expulsés. Aujourd'hui, je suis gravement victime. L'État a été condamné pour une action climatique, il pourrait être condamné pour une action sécuritaire. De mettre en action la responsabilité administrative de l'État. Ça reste à approfondir. Donc on va écouter Sandra Buisson. Selon nos informations, il n'a rien dit au moment des faits. Il n'y a pas de notion de revendication ou de propos idéologiques. Et le parquet national antiterroriste indique qu'en l'état, il ne se saisit pas de ces faits. Cet homme de nationalité marocaine a 27 ans. Il souffre de troubles psychiatriques de type paranoïaque qui lui ont déjà valu plusieurs hospitalisations. Il n'a pas de passé délinquant. Il n'est pas connu de la police, si ce n'est pour un contrôle une fois pour détention de stupéfiants. Une OQTF lui avait été délivrée en novembre 2022 selon nos informations et il était assigné à résidence depuis avril 2023. Effectivement, cette préfète, on a l'impression que l'OQTF devient quasiment, comment dire ça, une sorte de circonstance atténuante. Bon, oui, il était sous OQTF assez ancienne. Ouais. C'est-à-dire que les passages en hôpital psychiatrique ont reporté en fait l'exécution normale de l'OQTF, ce qui est d'ailleurs assez, ce qui est extraordinaire, comme si tous les psychotiques avaient rendez-vous en France, comme si les schizophrènes étaient une chance pour la France. Il y a quelque chose d'assez paradoxal. On ne peut pas reconduire à la frontière,
des gens qui s'avèrent dangereux pour nos compatriotes. C'est un truc très curieux. J'ajoute quand même une chose, pardonnez-moi d'insister sur ce détail-là, mais c'est assez curieux que quelqu'un qui arrive du Maroc et qui est un consommateur habituel donc de cannabis soit paranoïaque, schizophrène, etc. Moi, je suis frappé par ça parce que si vous voulez, la psychose, on sait, c'est parfaitement documenté. Il y a des études du CHU de Bordeaux, il y a des études canadiennes, il y a toutes sortes d'études qui montrent que la consommation intense de cannabis, surtout que depuis 10 ans, le taux de substances vraiment actives dans le cannabis a été multiplié par 2 ou 3. Donc c'est une drogue qui rend dingue aujourd'hui des gens fragiles. Et donc, là aussi, il y a un sujet qui est toujours balayé au nom du débat sur la légalisation, etc. Voilà. Je vous propose d'écouter, non pas d'écouter d'ailleurs, parce que les temps de parole sont très précis, et Maud Bréjon était ce matin avec Laurence Ferrari, et la réglementation fait qu'elle était ce matin avec Laurence Ferrari, mais on n'a pas le droit de la réécouter. C'est ce qu'on appelle le temps de parole. En revanche, on peut lire. Ça, c'est intéressant. On peut lire. Il faut être extrêmement ferme et lucide, on doit regarder les choses en face. Il y a aujourd'hui en France, pas tout le temps, mais parfois, un lien entre insécurité et immigration. Et il faut être avec pour affirmer le contraire. Alors ça, c'est un tacle à Valérie Hayé, parce que sur cette antenne, Valérie Hayé a dit qu'il n'y avait pas de lien entre immigration et insécurité. Donc Maud Bréjon, quand elle dit il faut être aveugle, il faut qu'elle le dise à sa tête de liste Valérie Hayé, puisqu'elle doit dire à Valérie Hayé qu'elle doit retrouver la vue. Puisque sur cette antenne, elle a dit le contraire. Je vous rappelle, et la phrase de Paul, je crois que c'est Paul Valéry, qu'on cite, il faut voir ce que l'on voit. Peggy. Il faut voir, ce qui est plus difficile, c'est de voir ce que l'on voit. Je pense toujours à Jean-Marc Morandini à Nantes, avec un des adjoints de la sécurité, un adjoint de la ville de Nantes, qui lui pose cette question, est-ce qu'il y a un lien entre immigration et le type, mais il monte dans les cintres. Parce qu'à l'époque, même si certains le disaient, mais c'était le sujet absolument tabou. On montait dans les cintres. Ça fait 25 ans que d'autres le disent. Parce que c'est évident. Et le président de la République. C'est évident. Et maintenant, quand même, parce que comme le Rassemblement National est à 33%, quand même, ils se disent... La parole du gouvernement. Gérald Darmanin a reconnu le lien, Emmanuel Macron a quasiment reconnu le lien. Pour ne pas reconnaître le lien, faut être aveugle. C'est ce que dit Maud Bréjon. Voilà, mais la tête de liste Renaissance ne reconnaît pas le lien. Oui, c'est quand même important. Écoutez, on verra ce qu'il fera. Jordan Bardella a tweeté l'individu qui a blessé au couteau 3 personnes à Lyon est un Marocain sous OQTF depuis 2022. Il n'a pas été expulsé. Toujours les mêmes dysfonctionnants, toujours les mêmes agressions, toujours la même insécurité. Eric Ciotti. Alors le problème, c'est que c'est toujours les gens de droite qui réagissent. Vous n'entendez pas Olivier Faure, Monsieur Vallot, Monsieur Mélenchon, bien sûr. Le PS a pas dit un mot. Ouais. Pas dit un mot. Raphaël Glucksmann n'a pas dit un mot. À force de ne pas avoir réfléchi à la question, il tombe dans le panneau. C'est-à-dire, il pourrait dire c'est pas un lien entre l'immigration globale et l'insécurité globale qui existe. C'est un lien entre une immigration souvent clandestine, la moins mal intégrée, et la délinquance et la criminalité. Et ça se démontre, il n'y a pas besoin de mobiliser des grandes théories pour le comprendre. L'accueil des migrants, on va voir ce sujet de Gaël Benamou. Ceux qui dirigent, ils n'ont pas en bas de chez eux des migrants. Ils sont tranquilles, ils sont dans les beaux quartiers. Nous en faisons partie, nous nous mettons là-dedans. Et souvent, j'ai cité Thibault de Montbrial. Tant qu'ils ne seront pas en bas de leur appartement parisien, tant qu'ils ne seront pas devant leur hôtel particulier, il ne se passera rien dans ce pays. Voyez le sujet de Gaël Benamou. À une encablure de ces maisons, un hôtel transformé en centre d'accueil pour jeunes migrants. Les habitants de Châteauneuf-Grasse ne supportent plus cette proximité imposée. Ma voisine, elle est même pas 1 mètre. Moi, je suis à peu près 10 mètres. C'est tout le temps, c'est le bruit, c'est constant. Et quand ça monte crescendo, je suis obligé de crier. Depuis plus d'1 an, ils se battent pour que cessent ces nuisances sonores et les incivilités. Les habitants disent ramasser quotidiennement des déchets comme des papiers ou bien des mégots de cigarettes. Ils ont interpellé les politiques, sans grand succès. On a l'impression que ça les intéresse pas, c'est pas au bout de leur jardin, donc eux ne connaissent pas toutes ces nuisances, donc voilà, il n'y a rien qui se passe. Et plus vous vous plaignez, plus on vous taxe de raciste, fasciste, que vous voulez, alors qu'on veut simplement de la tranquillité. On est récupéré, je dirais, un petit peu et aidé par certains politiques. Ce jour-là, Fabrice Légéry, numéro 3 de la liste RN, s'est rendu dans ce village de 3200 habitants. Ni le maire de la commune, ni les habitants, ni les riverains n'ont été
consultés, ni même informés. Et ça, c'est la marque d'un mépris. C'est le mépris des citoyens honnêtes et ordinaires. Les habitants dénoncent ce choix d'installation du centre d'accueil et demandent sa fermeture immédiate. Mais vous savez qu'en off, ils reconnaissent tous le constat. C'est-à-dire que quand vous parlez aux entourages des ministres ou même aux ministres eux-mêmes, tout le monde reconnaît le constat quand on n'est pas face à un micro ou face à une caméra. Le problème ensuite, c'est de trouver les bonnes solutions pour y pallier et pour trouver une réponse. Parce qu'ils savent pas nuancer le propos. Parce qu'on pourrait avoir un propos. Moi, je pense que des gens de gauche pourraient avoir un propos en disant il y a une part de l'immigration qui pose problème. Et il y a une part de la migration qui peut être utile au pays. Voilà. Parce que c'est ça la réalité. Parce que lorsqu'on dit l'immigration, moi je suis extrêmement gêné parce que c'est pas l'immigration dans sa totalité, très loin de là. C'est une part de l'immigration. L'immigration clandestine, l'immigration semi-clandestine de gens qui sont sur le territoire avec un titre provisoire et tous ces gens-là ne peuvent pas s'intégrer ou ont de grandes difficultés à s'intégrer et tombent dans les délinquances, sont la proie des trafiquants de drogue. Et je ne vois pas pourquoi la gauche n'arrive pas à tenir ce discours, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une bonne immigration et une immigration qui, elle, évidemment, me laissez pas ramer comme ça tout seul, je vous remercie, à une immigration qui aura beaucoup plus de mal à s'intégrer. Mais je ne vois pas ce que ça a de scandaleux du point de vue des ça l'a été pendant 30 ans, 40 ans, et puis... Mais non, parce que le propos auquel vous faites référence, globaliser l'immigration. Il ne faut pas globaliser l'immigration. Qu'est-ce que vous voulez, je vous dis. Et on verra ce que défendront les Français. Et au lieu de ça, vous avez, on écoutera tout à l'heure Emmanuel Macron qui parle de l'extrême droite, du populisme, etc. C'est pas le problème. Les gens, ils en ont ras-le-bol, ils sont pas d'extrême droite. Un problème. Ça peut être un problème. Mais ils sont pas populistes ni extrême droite, ils en ont ras-le-bol. Ils veulent simplement vivre en sécurité, c'est possible. Et ils se rendent compte que ceux qui gouvernent ne leur permettent pas d'être en sécurité. Tant que vous aurez monsieur Dupond-Moretti qui est incapable de... écoutez, voilà, c'est être populiste que de dire ça. Je suis populiste en disant ça. Je suis populiste Est-ce que je suis populiste en demandant que les flics ne soient plus en garde à vue automatiquement? Non, mais c'est pas ça. Je suis populiste ou pas? Non, c'est pas ça. Politiquement incorrect. Alors je sais... Mais si vous êtes populiste, mais vous êtes populiste si vous n'aimez pas les politiques, que les élites ne se préoccupent pas de ça. Mais pas tous. Quand vous dites, tant qu'ils ne seront pas en bas de leur immeuble, qu'ils n'auront pas de problème. C'est pas moi qui le dis, c'est Thibault de Montbrial. Ça, c'est du populisme. C'est du populisme. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai. C'est pas forcément vrai. Mais pourquoi ça serait et pourquoi c'est faux? On peut ne pas avoir de problème en bas de son immeuble, être conscient des problèmes des pays. La preuve que non. La preuve que puisque rien ne bouge depuis 40 ans. Parce que ceux qui sont du bon côté, ils ont aucun souci en France. Et on peut en parler, nous. On est du bon côté. On a de la chance. Nos enfants, on les met dans les écoles privées. Quand il y a un problème clinique... C'est pas mon cas. Non, mais vous avez compris ce que je veux dire. Ouais. On va dans des endroits où on n'est pas... on habite dans des endroits où... Vous habitez pas en bas d'un immeuble où quand vous rentrez dans cet immeuble, il faut marcher ou enjamber des dealers. En baissant la tête. Non mais attendez, attendez. Eh ben, je suis désolé. Évidemment, alors je salue Isabelle Lévy. Qui expérimente pour vous les premiers embarras. Oh non mais Paris. Mais où vous étiez? Mais j'ai été à Saint-Michel, sauf que le RER était en rade parce que un nigo a oublié un sac. Et après, essayer de traverser Paris en taxi. Il y a des travaux partout. Mais c'est formidable, c'est les jeux. C'est formidable, faut pas être pénagouir, comme dirait. J'ai fait un micmac, j'ai pris un bout de RER, bref, j'ai mis très longtemps, j'ai mis 45 minutes à venir, alors que. Allez, on va retrouver notre ami Thomas Hill. Non, mais c'est insupportable. Mais je vous ai écouté, heureusement, sur mon. C'est insupportable d'être traité de populiste, de tous les dons, etc. Vous vous trompez au moins sur un point. Populiste, certains s'en revendiquent du très court. Si je puis me permettre, vous vous trompez au moins sur un point, c'est que je crois que M. Dupond-Moretti, à travers la clientèle qu'il a eue quand il était avocat, connaît parfaitement la réalité du trafic de drogue et des trafics. Mais alors ça veut dire quoi? Alors c'est pire ce que vous dites. Ça veut dire que moi je suis pas allé jusque-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est absolument pas naïf sur l'état de corruption, de délabrement et de pénétration et de trafic de drogue. Pourquoi il a sermonné les magistrats de Marseille qui ont dit cette vérité? Ça, je vous l'aime, parce qu'il faut bien avoir. Il faut pas la dire. On peut dire une phrase juste là-dessus? Non, parce qu'on est en retard. Il n'est pas naïf, en tout cas. Vous aviez qu'à arriver à l'heure. Bonjour Thomas Hill.
Thomas Hill. Bonjour Pascal Praud. Alors on va parler de Roland Garros peut-être aujourd'hui. Absolument, ah bah oui, évidemment, la quinzaine s'ouvre, là, c'est la fête. Pas gagné depuis 1983. Il y a du boulot, et c'est pas gagné parce que le numéro 1 a perdu hier, le numéro 1 français a perdu hier. Le tournoi a à peine commencé que le numéro 1 a déjà perdu. Donc numéro 1 français. C'est la phrase préférée, c'est pas la phrase préférée, la phrase la plus dite des commentateurs de tennis français. Il n'y a plus de Français engagés à Roland Garros. Merci, cher Thomas Hill. Merci beaucoup. Bonne émission. Merci, à vous. Pascal. Et vous, on vous retrouve à 11h sur Europe 1. 9h30,